Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais parler aujourd'hui de l'analyse cartographique de certaines notions et positions syntaxiques comme le topique, le focus, aussi en comparaison avec la position sujet, et parler des propriétés syntaxiques et d'interface de cet ensemble de positions. Et puis la prochaine fois, la dernière leçon, on essayera de conclure notre présentation surtout des propriétés cartographiques de la périphérie initiale de la phrase, et on essaiera aussi de nous poser la question de l'acquisition. Comment est-ce que l'enfant arrive à maîtriser ces structures complexes que nous allons discuter tout au long de ce cours. Repartons de merge, donc l'idée que les langues naturelles sont fondées dans le processus combinatoire d'une opération aussi simple que possible, qui dit simplement prends deux éléments, mets-les ensemble, et puis cette opération est récursive, donc on peut la réappliquer indéfiniment sur son propre résultat. Et on a vu qu'il y a deux manières de se manifester pour cette opération. Merge externe, qui essentiellement revient à prendre deux éléments du lexique ou deux éléments des répositoires temporaires qu'on a postulés et les mettre ensemble en formant une structure unique qui peut à son tour être soumise à merge. Et c'est ça l'aspect récursif. Et aussi, l'autre manifestation possible est ce qu'on appelait l'assemblage ou merge interne, où les deux éléments, supposons A et B dans ce cas, font déjà partie de la même structure syntaxique. Par exemple, l'élément A peut se trouver à l'intérieur de l'élément B. Et à partir de cette configuration, on peut prendre l'élément A et l'assembler avec l'élément B. Et ça correspond au type de structure qui est traditionnellement analysé en grammaire générative et dans d'autres systèmes linguistiques aussi, comme une structure de mouvement ou de déplacement avec plusieurs occurrences du même élément et avec seulement l'occurrence plus haute qui est prononcée. Comme vous voyez à partir de la région encadrée dans les deux manifestations de merge, la contribution à la construction de la structure est fondamentalement la même. La différence est à partir d'où on va prendre les deux éléments qui sont mis ensemble. Ces deux opérations sont parfois présentées dans les cours de syntaxe comme des opérations formelles qui n'ont rien à voir avec l'expression du sens. Je pense que c'est une impression trompeuse qu'il faut corriger. En effet, ces deux opérations, qui sont les opérations formelles fondamentales de la syntaxe, sont immédiatement utilisées, immédiatement finalisées pour l'expression du sens. Et il y a une division du travail qui est très claire entre l'assemblage externe et l'assemblage interne. En ce que dans l'assemblage externe, on crée des configurations pour l'expression de propriétés qu'on appelle de sémantique argumentale. C'est quoi la sémantique argumentale? C'est l'expression de qui fait quoi à qui dans l'événement auquel on se réfère quand on utilise une structure linguistique. Tandis que le merge interne, donc le déplacement, crée des configurations pour l'expression de propriétés de sémantique, de portée discours, ainsi dit. On parle aussi de sémantique non argumentale, on parle aussi de propriétés à barre, toute une série de terminologies pour se référer à des configurations qui sont très importantes du point de vue interprétatif, comme les configurations entre les opérations et leur domaine de portée, c'est-à-dire le domaine dans lequel
les opérateurs peuvent lier une variable. Les langues naturelles utilisent systématiquement des opérateurs qui lient des variables, mais la possibilité de lier une variable est contrainte syntaxiquement. Essentiellement, c'est le domaine de ces commandes de l'opérateur qui est son domaine de portée. Et donc des propriétés de portée pour les opérateurs, mais aussi des propriétés discursives liées à l'échange d'informations dans le discours. Donc des propriétés comme la topicalité, comme le focus dont il sera question aujourd'hui, et plus en général, toutes les positions qui sont pertinentes dans l'expression, dans la structure du contenu informationnel de la phrase, l'organisation informationnelle de la phrase. Et on va essayer de se concentrer aujourd'hui un peu sur cet ensemble de propriétés. Donc, disons d'abord quelque chose sur les structures argumentales. L'idée ici est que chaque prédicat du lexique du contenu désigne une petite scène, comme dans un petit théâtre, n'est-ce pas? Désigne un événement ou un état, et cet événement ou cet état a un petit nombre de participants, d'acteurs, les arguments. Et donc nous pouvons classifier les différents prédicats en termes du nombre d'arguments qu'ils prennent. Donc il y aura des prédicats à un seul argument, comme partir, n'est-ce pas? Le verbe partir évoque une petite scène où il y a une personne qui fait quelque chose, qui part, danser, etc. Ou éventuellement deux arguments, des verbes comme frapper, par exemple, Pierre frappe Paul, voir, Jean voit Marie, ce genre de choses. Donc nous avons ici deux arguments, éventuellement trois arguments, donner un livre à quelqu'un, mettre la voiture dans le garage, etc. Et puis peut-être il y a des cas un peu plus complexes, mais les cas centraux dont on parle sont ces cas qu'on vient de voir. On peut éventuellement discuter de l'existence de prédicats à zéro argument, comme un prédicat qui correspondrait à un verbe atmosphérique. Il pleut, il n'est pas vraiment un argument, en tout cas, il n'est pas un argument référentiel. Mais à part ça, il est clair qu'il peut y avoir une typologie de prédicats sur la base du nombre des arguments de la structure argumentale. Ensuite, on peut caractériser de manière qualitative le rôle que chaque argument a dans l'événement décrit par un certain prédicat en utilisant un petit nombre d'étiquettes descriptives. Donc des étiquettes comme agent, patient, thème, expérience, c'est un néologisme, en anglais aussi, experiencer, évidemment, c'est un terme introduit pour indiquer l'individu soumis à un certain type d'expérience perceptive ou psychologique. Le sujet de voir, par exemple, c'est une expérience. Source, destinataire, lieu, etc. Il y a plusieurs approches qui postulent un nombre un peu différent de ces étiquettes qualitatives, mais il est clair qu'on peut procéder comme ça. Puis si on aborde cette question de manière directe, il y a souvent des questions quand on essaye de raffiner le système, qui sont des questions importantes, mais il est clair qu'on peut essayer de procéder comme ça. Donc on peut penser que chaque prédicat est associé dans le lexique à ce qu'on appelle une grille thématique, c'est-à-dire un ensemble de rôles thématiques, un ensemble structuré de rôles thématiques. Donc par exemple, danser sera associé avec un seul argument qui sera un agent, voir, deux arguments qui seront respectivement un expérient et un thème, donc la personne qui est soumise à l'expérience visuelle, perceptive et le contenu de cette expérience, et puis donner qui impliquera un agent, un patient, un destinataire, et ainsi de suite. On peut comme ça classifier tout le lexique. Comme toujours, il y a des cas qui ne sont pas clairs, des cas intermédiaires, mais on peut toujours essayer de raffiner ce type de système. L'idée est très ancienne, l'idée qu'on peut caractériser de cette manière la structure argumentale, très ancienne. On la retrouve presque à la lettre par rapport à des systèmes modernes d'assignation de rôles thématiques
dans le premier texte grammatical dont on est à connaissance, le texte du grammairien indien Panini. Quelque chose d'extrêmement ancien. Hein, ici, j'ai mis comme illustration de Panini simplement un timbre qui a été produit par l'Inde pour célébrer ce grand grammairien. Donc, c'est une grammaire extraordinairement explicite du sanskrit par des milliers, environ presque 4000 règles formelles. C'est un système extraordinairement formalisé. On a parlé, en effet, de la première grammaire générative, parce que c'est vraiment un système qui soigne à fond la formalisation. On a presque l'impression d'être confronté à un programme d'ordinateur qui permet d'engendrer les différentes formes très complexes permises par la morphosyntaxe du sanskrit. Donc, dans le système dans l'ouvrage de Panini, les Ashtadhyayi, il parle spécifiquement de ce karaka, c'est-à-dire de ces, on pourrait dire, rôles argumentaux, rôles thématiques, et on trouve quelque chose qui correspond de très près à l'agent dans les caractérisations courantes, ce cartre qui est, disons, l'argument indépendant, pour ainsi dire, en comparaison avec les autres participants. Il y a quelque chose qui correspond exactement au patient, le karman, hein, donc le rôle. Ici, j'utilise la caractérisation donnée dans cet ouvrage très important du linguiste américain George Cardona sur l'interprétation des notions de Panini. Donc, nous avons d'un côté l'agent, le patient, le lieu, le destinataire, le locus où un certain événement se produit. Et tout cela est extraordinairement moderne, surtout si on pense à la date. Il est très difficile d'arriver à une datation très précise de l'œuvre de Panini. Comme vous voyez, la fourchette est extrêmement large, mais en tout cas, il s'agit de quelque chose d'extraordinairement ancien et qui est vraiment un type de caractérisation de la structure grammaticale, de la structure morphosyntaxique, qui a très profondément influencé toute l'étude du langage dans les siècles à venir. Donc une histoire très ancienne. Bien sûr, ces notions ont été reprises en détail par la linguistique moderne. C'est des typiques notions d'interface, c'est-à-dire c'est des notions, des rôles thématiques qui concernent l'interprétation, mais qui dépendent de la structure syntaxique. Et il y a en particulier un principe qui a été longuement discuté dans le cadre du gouvernement Liège et puis qui a été repris, qui caractérise et qui limite l'assignation possible d'un rôle thématique à un argument, et c'est le critère thématique qui essentiellement impose une biunivocité entre les arguments et les rôles thématiques. Donc chaque rôle thématique est assigné à un argument et un seul, et chaque argument reçoit un et un seul rôle thématique. Ça, c'est l'idée de base. On peut voir ce qui se passe si le critère thématique est violé dans une direction. Par exemple, si vous avez un rôle thématique et vous ne l'assignez pas à un argument, on a une structure qui n'est pas bien formée, où il y a quelque chose d'évidemment elliptique. Considérez par exemple un verbe comme mettre, qui exige 3 arguments. Si vous omettez un argument, Jean a mis dans le garage, il y a quelque chose qui manque. Jean a mis la voiture, quelque chose qui manque. Jean a mis, évidemment. Et donc là, on viole le critère thématique dans une direction. Il y a toute une série d'assignations thématiques concevables par ce système qui sont exclues par le critère thématique. Par exemple, on ne peut pas avoir une situation où un argument reçoit 2 rôles thématiques. Par exemple, prenez une phrase, un verbe comme admirer, qui aura un expérient
et un thème, vraisemblablement, Jean admire Marie. On peut essayer d'exprimer le concept selon lequel Jean admire Jean. Jean admire la même personne. Hein. Mais ceci exigera l'utilisation d'un élément, comme on réfléchit, par exemple, Jean s'admire. Hein. Ce qui ne sera pas possible, c'est d'opérer merge avec cet argument en position objet, donc admire Jean, attribution du rôle de thème à l'élément Jean, et ensuite mouvement de l'élément en position sujet où Jean prendrait l'autre rôle thématique disponible. Quelque chose comme Jean admire, hein, voulant dire Jean admire Jean, est évidemment totalement impossible, non seulement en français, en anglais, en italien, mais typiquement dans les langues du monde. Ici, nous avons une violation du critère thématique, en particulier l'exigence qu'un argument peut recevoir un seul, doit recevoir un rôle thématique, et il doit en recevoir un seul. Donc il ne peut pas acquérir un rôle thématique par le mouvement. En continuant sur les manifestations du critère thématique, puis je vais passer à la version à barre de ce système, il y a des positions non thématiques. Par exemple, la position sujet d'un verbe comme sembler est une position qui ne reçoit pas de rôle thématique. Typiquement, elle n'est pas réalisée par un argument. On peut avoir un pronom non référentiel, ce qu'on appelle un pronom explétif, comme il. Hein, donc, il semble que Jean aime Marie, par exemple. C'est une structure possible, mais on ne pourrait pas, justement, à cause de l'absence d'assignation de rôle thématique à cette position, on ne pourrait pas avoir un argument, par exemple un nom propre, quelqu'un qui se réfère à un individu. Donc, si vous pensez à une phrase comme B, Pierre semble que Jean aime Marie, évidemment, est une structure mal formée. Ce qui ne va pas avec cette structure est que nous avons un argument qui ne reçoit pas de rôle thématique parce qu'il est engendré dans une position non thématique. Okay? Donc, ça, c'est une violation du critère de l'une des possibilités qui sont exclues par le critère thématique. Bien sûr, on peut avoir un argument en position de sujet de surface d'un verbe comme sembler, Jean semble aimer Marie, mais ceci, c'est un cas qui est permis justement parce que cette position n'est pas une position thématique. Donc, un élément comme Jean reçoit son rôle thématique de la phrase de subordonnée, supposons d'expérience du verbe aimer, et ensuite, il peut se déplacer en amenant son rôle thématique à une position non thématique. Et donc, Jean semble aimer Marie est une structure bien formée qui ne viole rien, qui satisfait les deux clauses du critère thématique. Mais de nouveau, ce qui est impossible, c'est le mouvement vers une position thématique ou bien la présence d'un argument qui ne soit pas connecté à aucun rôle thématique. Voilà, donc en essayant de transférer ces notions dans le système à barre, donc dans le système périphérique, l'idée ici a été de dire que peut-être certaines propriétés qui sont réalisées dans la périphérie de la phrase, ce qu'on appelle la périphérie gauche, la partie la plus haute de l'arbre syntaxique, ont certaines propriétés en commun avec les propriétés thématiques, sauf que les propriétés qui sont exprimées ici sont des propriétés liées à l'expression de entités de portée discours. Donc des propriétés comme la topicalité, comme le focus, comme la question, mais aussi la relative, l'exclamative, la comparative, etc. Toutes les autres structures qui peuvent exprimer cette classe de propriétés. Alors, la vision très structurelle, très structuraliste qu'on a essayé d'imposer ici, en suivant le modèle de ce qui se passe dans le système argumental, c'est de dire que c'est un système qui est lié à un ensemble de têtes, un ensemble d'éléments, mais cette fois-ci du lexique fonctionnel. Donc on postule des têtes comme la tête topicale, la tête focale,
la tête de question et puis la tête de relative et ainsi de suite. Et ce système structurel a une double fonction. En syntaxe, la fonction est de déclencher le mouvement, faire bouger quelque chose à une position initiale, une position de spécificateur. Donc, à l'intérieur de la... Si vous pensez à notre grammaire comme ayant ce type de structure, hein, il y aura un lexique, bien sûr, avec des éléments comme manger, danser, voir, etc., etc. Ensuite, la boîte syntaxique est essentiellement l'assemblage, donc merge, qui s'applique, qui met ensemble des éléments du lexique de contenu et du lexique fonctionnel. Et ensuite, ce système produit deux représentations d'interface vers l'interface vers les systèmes de la perception et de l'articulation, donc des formes phonétiques, et en direction des systèmes de pensée, systèmes des concepts et des intentions qui lisent ces structures linguistiques, ce qu'on appelle des formes logiques. Donc évidemment, il faut toujours se souvenir hein, que quand on parle de formes phonétiques, ici, on met entre parenthèses des systèmes comme les langues des signes. Donc si on veut inclure ce système, qui sont des systèmes linguistiques à part entière, il faudra généraliser la notion de forme phonétique à quelque chose de lisible aussi par un autre canal, le canal de l'articulation, de la perception visuelle. Et donc là, on parlera plutôt de formes articulatoires qui utilisent un canal ou un autre canal. Okay? En tout cas, étant donné ce type de schéma, donc je disais les têtes critériales, topic, focus, questions relatives, etc., dans la boîte syntaxique, on les fait déclencher le mouvement. Et dans le système global, on les fait, aux interfaces en particulier, on les fait d'activer des procédures pour l'assignation du contour intonationnel en forme phonétique. Donc vous vous souvenez de la présentation de Bianchi, Bocci, Kruskina de la semaine passée. Ils ont beaucoup parlé de ce qui se passe à cette interface et comment des propriétés de l'interface avec la forme phonétique déterminent certaines propriétés du contour d'intonation qui est en relation très directe avec certaines propriétés syntaxiques comme le mouvement d'un élément interrogatif, par exemple. Donc, il y a un effet sur l'interface de la forme phonétique, de choses comme une tête topicale ou focale, par exemple, et un effet, bien sûr, hein, sur la forme logique, parce que c'est à ce niveau-là que cet ensemble de têtes détermine l'interprétation, détermine les conditions pour l'usage approprié dans le discours. Voilà, donc tout cela veut dire que des constructions à barre, par exemple, ici vous avez quelques constructions de l'anglais, on aurait pu prendre le français, on va voir des cas du français, l'italien, etc., comme une question, which book should you read? Une construction topique commentaire, this book you should read tomorrow. Une construction focus, présupposition, si on veut utiliser cette terminologie, this book you should read, not that one, où il y a une comparaison entre deux choses, par exemple une correction, quelqu'un a dit I should read this book, quelqu'un d'autre pourrait dire non, that book you should read, not this one, ce genre de choses. Eh bien, ces constructions qui sont très centrales et très importantes dans les langues humaines ont en effet des représentations comme ça, des représentations où il y a un système de têtes non prononcées dans le cas de l'anglais, dans le cas de l'italien, dans le cas, en tout cas dans certaines situations, du français, mais qui ont cette double fonction. D'un côté, syntaxiquement, elles déterminent le mouvement d'un élément à la périphérie de la phrase, et aux interfaces, ils déterminent les propriétés de l'intonation et les propriétés interprétatives pour l'insertion dans un discours bien formé. Et je vais parler un peu de toutes ces propriétés. Pourquoi parle-t-on de critères
On essaye de souligner une certaine similarité entre le critère thématique et les critères portée-discours, en ce que, et dans un cas et dans l'autre, nous avons affaire à des relations entre une tête et ses dépendants immédiats, son complément et son spécificateur, Sauf que dans le cas de la structure thématique, le verbe assigne des rôles thématiques au complément, ici à l'objet direct, et au spécificateur, le sujet, par exemple expérientem, tandis que dans le cas des critères à barre, la tête pertinente assigne des propriétés portées discours comme topique, donc interprète mon spécificateur comme un topique et interprète mon complément comme un commentaire exprimé à propos du topique. Donc ça, c'est l'aspect de ressemblance qui justifie ce type d'option terminologique, de parler des critères dans tous ces cas. Il y a aussi des différences très nettes et très importantes qu'il faut souligner. Le critère thématique, donc argumental, est satisfait toujours par l'assemblage externe. Donc on prend des éléments, on les met ensemble, on forme des configurations comme verbe-objet, par exemple, rencontrer Marie, etc. Tandis que les critères de portée discours sont satisfaits toujours par merge interne, c'est-à-dire on a déjà mis tous les éléments sur l'échiquier, pour ainsi dire, et on commence à bouger les pièces. Ça, c'est l'effet de merge interne. Et puis, il y a d'autres différences. Bien sûr, les têtes critériales thématiques appartiennent au lexique du contenu. Donc, c'est des verbes qui ont un contenu. Justement, la différence entre un verbe de contenu et un verbe fonctionnel, un auxiliaire par exemple, est précisément qu'un auxiliaire n'a pas de grille thématique, n'assigne pas de rôle thématique. Ça, c'est l'élément distinctif essentiel. Tandis que les têtes critériales, comme topique, marqueur de question, focus, etc., appartiennent au lexique fonctionnel. Donc il y a cette ségrégation entre les deux lexiques. Et il y a aussi le type de division du travail auquel je faisais référence avant, c'est-à-dire si vous pensez à une structure qui implique le mouvement, peut-être plusieurs étapes dans le mouvement, comme dans la génération de ce type de structure, qui crois-tu que les gens pensent qu'il serait opportun qu'on rencontre? Ce qui se passe, c'est que ces séquences d'application de mouvement démarrent toujours d'une position thématique et terminent toujours dans une position de portée discours. Donc, les positions thématiques et les positions de portée discours sont les positions qui délimitent ce qu'on appelle une chaîne du mouvement, c'est-à-dire une séquence d'application successive du mouvement. Si vous vous souvenez de la discussion de Bianchi, Boccic, Ruschina de la semaine passée, vous vous souviendrez qu'en effet, la dérivation ici est un peu plus complexe. Quand un élément est déplacé à distance, il passe non seulement par le nœud complémentaire de chaque phrase, mais il passe aussi par la périphérie du syntagme verbal. Donc il y a plus de passages encore que par rapport à ce qui est indiqué ici. Mais ça suffit pour donner une idée de cette division du travail entre les deux types de critères. Voilà, donc comment argumenter en faveur de cette vision structurelle, structuraliste, on pourrait dire, dans le sens de fonder sur la structure, des critères à barre? Eh bien, un type d'argument qui est souvent discuté, et qui a été en bonne partie l'objet du colloque de mardi dernier, pour ceux parmi vous qui ont participé, est que si on regarde les langues du monde, on trouve plusieurs langues où la tête critériale qui est postulée abstraitement dans ce type de représentation est en effet morphologiquement réalisé. Donc il y a un morphème qui a une réalisation phonétique qui correspond à une tête de question, à une tête topicale, à une tête focale, et ainsi de suite pour la relative, pour l'exclamative, pour la comparative.
Ce type de propriété, on la retrouve dans plusieurs langues parlées en Afrique. C'était un peu l'idée qu'on avait essayé de souligner dans ce colloque, n'est-ce pas? En particulier, il y a cette langue, le Gungbe, une langue Kwa parlée en Bénin et aussi dans d'autres régions, qui a été discutée en grand détail par Enoch Abo, et où Abo montre que dans cette situation, il y a des morphèmes précis et identifiables qui correspondent à nos têtes topicales, focales, etc. Donc, par exemple, il discute dans sa thèse, dans son livre, des structures comme celle-ci. Donc, je pense que, là, prenons une phrase subordonnée, où il y a un marqueur de force déclarative, l'équivalent de que en français. Ensuite, nous avons une position topicale que je pense que ce livre, avec le marqueur topical, cette particule IA, et ensuite le commentaire, le reste de la structure, je dois le lire demain. Donc la structure topique commentaire est exprimée directement par cet élément morphologique. Même chose pour les structures focales. Donc je pense que ce livre, marqueur focal, ouais, dans ce cas, je dois lire, et non pas le livre de Sourou, par exemple. Donc c'est une construction focale où on introduit une nouvelle information, éventuellement en corrigeant quelque chose qui a été dit avant dans le discours, et qui pourrait être traduite en français par une construction clivée. Donc en français, on peut avoir des choses comme je pense que c'est ce livre que tu dois lire, pas celui de Sourou, par exemple. Cette sorte de configuration. En tout cas, il y a une distinction morphologique très claire entre la construction topicale et la construction focale. Les deux constructions peuvent se manifester dans la même structure qui devient plus complexe. Et typiquement, dans cette situation, elle montre un ordre fixe. Ici, l'ordre est typiquement topique plus haut, focus plus bas. Donc, par exemple, je pense que ce livre, marqueur topical, Sourou, marqueur focal, devrait lire. Okay? Et donc, on voit se bâtir, se manifester la structure gauche avec tous ces marqueurs explicites dans cet ensemble de langues. Le fait d'avoir des marqueurs explicites permet de faire toute une série d'analyses qui ne sont pas possibles, qui sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus indirectes dans des langues où ce type de tête est postulé abstraitement. Si on a le temps, plus tard, on va discuter de certains types de questions qu'on peut se poser sur la nature exacte de la position indiquée par ces éléments. On verra ça par la suite. Bon, j'ai parlé aussi de marqueurs explicites de questions. Ici, il y a des langues plus proches du français, en tout cas des langues indo-européennes, qui manifestent un marqueur de flexion. Prenez par exemple la manière dans laquelle on peut exprimer des questions indirectes dans certaines variétés du néerlandais. Donc je ne sais pas qui, puis il y a un marqueur de question qui correspond au marqueur de question oui-non dans d'autres variétés, donc correspond à if de l'anglais par exemple, ou si du français, mais dans certaines variétés du néerlandais, ça s'est utilisé comme un marqueur généralisé de questions. Il inclut toutes les questions WH. Donc je ne sais pas qui, marqueur de question, Jean a vu. Jean vu a, parce que la langue, le néerlandais, a tête finale à l'intérieur de certaines configurations, comme à l'intérieur du IP. Et certains linguistes ont proposé que même est-ce que en français est une sorte de marqueur de question. Ça paraît assez raisonnable. Qui est-ce que tu as vu? Si on pense à la forme écrite, c'est quelque chose d'assez complexe, qui est manifestement en relation avec la phrase clivée, n'est-ce pas? Ces gens que j'ai vus, par exemple.
Mais en effet, ce n'est qu'une syllabe, donc c'est une forme très courtesque. Et certains linguistes, comme par exemple Cheng et Roerich, ont proposé qu'en effet, ce marqueur, tout en étant diachroniquement lié à la question clivée, est réanalysé en français contemporain, en français colloquial, comme simple marqueur de question. Ceci, on peut le voir parce que si on considère, par exemple, comment les questions liées au clivé sont interprétées dans d'autres langues, on voit qu'il y a toujours un élément interprétatif ultérieur. Si vous prenez, par exemple, l'anglais, « Who is it that you saw ?» ou la structure italienne correspondante, « Chi è che hai visto ?» Ces structures ne sont pas simplement interprétées comme des questions. Il y a un élément de plus, pour ainsi dire, un élément d'emphase qui n'est pas toujours très facile à caractériser. Mais cet élément d'emphase n'est pas du tout observé dans les questions à est qu'en français, ce qui suggère que peut-être en français, il y a eu cette réanalyse. Par exemple, supposons en italien, si je dis où est-ce que l'équivalent de où est-ce que tu as mis les clés, dov'è che hai messo le chiavi. Ici, je ne veux pas simplement avoir une information, mais j'exprime aussi le fait que j'ai eu des difficultés à trouver les clés. Donc c'est une situation où il est difficile de trouver la valeur de la variable, pour ainsi dire. Tandis qu'en français, où est-ce que tu as mis les clés n'a pas du tout cette interprétation, nécessairement cette interprétation ultérieure. Donc, en tout cas, il y a une proposition, quoique pas tout le monde est d'accord, Pollock par exemple n'est pas d'accord, mais il y a eu cette proposition d'analyser est-ce que comme marqueur de question tout simplement. Voilà, donc on pourrait dire dans certaines langues, je vois une manifestation claire de la position syntaxique. Donc je peux penser que peut-être toutes les langues fonctionnent comme ça dans une certaine mesure. C'est-à-dire il y a toujours une représentation syntaxique de ces configurations avec les propriétés interprétatives qu'on a vues. Et la différence majeure entre, supposons, le gungbe et le français ou l'italien est simplement que ce système de tête est prononcé dans un type de langue, pas prononcé dans l'autre type de langue, mais les structures ont fondamentalement les mêmes propriétés. Avec ce type de raisonnement, on utilise un principe qui est vraiment le principe à la base de toute la grammaire générative comparative. Il a été énoncé, ce principe, sous le terme de principe d'uniformité par Chomsky déjà dans les années 2000, dans le papier sur les phases. Mais c'est vraiment à la base de tout travail comparatif en grammaire générative. C'est-à-dire l'idée que, in the absence of compelling evidence to the contrary, assume languages to be uniform. Donc la première hypothèse est que les langues sont uniformes, ont les mêmes propriétés. Évidemment, ce n'est pas vrai. Donc c'est une hypothèse initiale qu'il faut affaiblir. Il faut affaiblir en indiquant précisément en quoi les différentes langues varient. Mais l'idée qui a été à la base de toute la grammaire générative comparative est qu'il faut procéder comme ça, partir de l'hypothèse d'uniformité et de l'affaiblir progressivement. Il y a des risques, évidemment. Il y a le risque d'attribuer à une langue une propriété qui n'est en effet pas présente dans cette langue, mais c'est vraiment la seule manière de procéder. Si on procède de la manière opposée, c'est-à-dire en partant de l'hypothèse de la diversité, donc toutes les langues sont différentes, chaque langue doit être traitée sur la base de ses propriétés, indépendamment de ce que découvre sur les autres langues, eh bien, on n'arrive nulle part. On n'arrive tout simplement nulle part pour une raison bien simple, c'est-à-dire que les grammairiens, comme tous les théoriciens, ont un peu trop d'imagination. Il y a trop de possibilités qui sont ouvertes pour la description d'un objet si nous ne prenons pas tous les éléments possibles pour comprendre cette description sur la base de ce que nous savons en général sur le langage, par exemple, ou sur n'importe quel objet nous sommes en train de décrire. Donc,
Ça, c'est un principe très basique, un principe très discuté, hein, parce que si vous regardez des points de vue différents de la grammaire générative, vous trouverez des longues discussions qui disent que non, il ne faut pas suivre cette méthode. Mais franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Même ceux qui, idéologiquement, sont contre ce type d'approche, quand ils font une analyse descriptive d'une langue, tiennent compte de ce qui a été découvert sur les autres langues, inévitablement. Donc, on est un peu dans ce type de situation. Voilà. Alors, venons à la discussion de nos configurations. Donc, j'ai beaucoup parlé de cette structure topicale, mais quelle est l'interprétation? Donc, quand il y a une structure topicale qui est typiquement manifestée dans les langues romanes par ce qu'on appelle la dislocation à gauche clitique. Hein, ce nom a été introduit, je pense, par Guglielmo Cinque à l'origine. Donc une structure comme en français, ce livre, on devrait le lire, hein, ou l'équivalent dans d'autres langues romanes comme l'italien, etc., etc. Eh bien, selon le type de système qu'on est en train de discuter, on a une configuration de ce type au début de la structure. La tête topicale déclenche l'interprétation du syntagme dans sa position spécificateur comme topique et l'interprétation du reste de son complément comme commentaire. On parle parfois de syntacticisation, ça c'est un néologisme évidemment de la sémantique pragmatique. On a utilisé parfois ce terme. On ne veut pas dire que la syntaxe peut remplacer la sémantique et la pragmatique, bien sûr, ça n'aurait pas de sens, mais ça veut dire simplement que la syntaxe tient compte des nécessités des interfaces et propose des configurations structurales qui sont uniformes fondamentalement. C'est toujours une question de tête qui prennent des dépendants immédiats, des spécificateurs de compléments, et ensuite, avec ce système de tête qui guide l'interprétation sur les deux niveaux d'interface des spécificateurs et des compléments. Ça, c'est la toute première approximation. Ensuite, si on regarde de plus près, on voit qu'il faut, par exemple, une typologie de topique. Ce n'est pas qu'il y a une seule notion de topique, il y a plusieurs notions de topique. Il y a des typologies qui ont été proposées, par exemple, par Valentina Bianchi, que vous avez entendu la semaine passée, Mara Frascarelli et Hinterholz, etc. Ce qui est intéressant en regardant les langues qu'on a discutées mardi passé est que certaines de ces langues font des distinctions subtiles, c'est-à-dire n'utilisent pas un marqueur de topique généralisé, comme dans le cas de Gungbe, mais ils distinguent de différents types de topiques avec différents marqueurs, comme par exemple le Basa, la langue étudiée par Paul Bassong, dont peut-être je dirai quelque chose encore la prochaine fois, j'imagine. OK, donc nous avons cette sorte de représentation. Plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire interprétation de topique? Ici, il y a toute une littérature importante et l'une des idées importantes de la recherche cartographique, c'est d'essayer de mettre ensemble cette littérature largement fonctionnelle avec la littérature structurale basée sur les configurations syntaxiques. Donc, par exemple, on peut dire pour le topique que le locuteur attire l'attention de son interlocuteur sur un certain référent, et ce sera le topique, et fait un commentaire là-dessus. Le référent qu'on choisit comme topique doit être connecté au contexte discursif. Peut-être la notion pertinente est la notion de discourse linking en anglais, notion introduite par Pesetsky pour distinguer entre différents types d'éléments WH, par exemple. Et cette nécessité de connexion au discours préalable du topique, on peut le voir parce que dans une situation sans commentaire préalable, sans contexte préalable, donc une situation où il n'y a aucune véritable information contextuelle bien définie, une
une phrase qui répondrait à la question « qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» par exemple. Eh bien, dans ce genre de contexte, qu'on appelle aussi un contexte tout neuf, où toute l'information est information nouvelle, dans ce genre de structure, on ne peut pas vraiment utiliser une structure topicale. Par exemple, je prends ici l'italien, supposons d'avoir cette situation. Moi, j'entends un bruit, quelque chose s'est produit, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas quel type d'événement, à quel type d'événement on est confronté. On peut très bien répondre en italien avec une structure sujet, verbe, objet, par exemple, un camion ha tamponato un autobus, ou en français, un camion a percuté un autobus, mais on ne peut pas du tout utiliser la notion de topique ici. Donc, il ne serait pas du tout possible, par exemple, de topicaliser l'objet et produire en réponse à cette question quelque chose comme un autobus, un camion lo ha tamponato. Tout à fait bizarre dans ce type de contexte. On utilise le dièse pour indiquer l'utilisation non naturelle d'une phrase dans un certain contexte. Alors, afin de pouvoir utiliser un topique de manière légitime, il faut que le référent soit en quelque sorte saillant dans le contexte. Par exemple, si on utilise des simples paires question-réponse, par exemple, on pourrait introduire un référent dans la question et poser une question comme « Che cosa è successo all'autobus per Roma ?» donc qu'est-ce qui s'est passé avec le bus pour Rome. Là, on peut répondre avec une structure topique commentaire. L'autobus per Roma, donc topique, lo ha tamponato un camion l'a percuté. En italien, vous auriez plutôt l'inversion ici. Ce qui ne serait pas possible en français pour d'autres raisons. Okay? Donc il y a cette nécessité de connexion au contexte. Remarquez que j'ai parlé de l'italien parce qu'une idée fréquemment discutée sur l'italien, comme les autres langues sujet nul, est que quand il y a un sujet préverbal, ce sujet est toujours un topique. Eh bien non, ce genre de structure montre qu'il y a une distinction nette, même dans des langues à sujet nul comme l'italien, entre sujet préverbal, donc l'ordre SVO, et topique, parce que dans ce type de configuration, les sujets préverbaux sont possibles, les topiques ne sont pas naturels. Donc ça porte sur l'analyse du paramètre du sujet nul et des propriétés qui caractérisent des langues comme l'italien, comme l'espagnol, comme le portugais, et ainsi de suite. Donc on peut penser à cette procédure interprétative. Nous avons cette structure, la tête topicale dit interprète le spécificateur comme topique, une entité saillante dans le contexte, peut-être la notion de Pesetsky de delinking est pertinente là, et interpréter le complément comme le commentaire à propos du topique. Donc nous avons ici cette notion de aboutness, de à propos de, qui lie topique et commentaire, fondamentalement comme elle lie aussi la notion de sujet et la notion de prédicat. Donc nous avons parlé de quelques propriétés de l'interface avec l'interprétation, mais aussi l'interface avec le système des sons est pertinente. Donc ce système de tête déclenche des propriétés du contour d'intonation qui ont été étudiées expérimentalement par Giuliano Bocci et par Bianchi, Bocci et Kruskina, que vous avez entendu la semaine passée. Alors ici, vous avez un exemple du contour d'intonation qui est associé à une configuration topique-commentaire en italien. Il peut y avoir des variations très importantes d'une langue à l'autre. Ce qui est intéressant ici, c'est de se concentrer surtout sur la différence de l'intonation de l'articulation topique-commentaire et de l'articulation focus-présupposition. Comme on le verra, même si la syntaxe a quelques propriétés en commun, du point de vue de l'intonation et de l'interprétation, c'est deux structures totalement différentes. En tout cas, voilà le petit contexte discursif. Donc un locuteur dit selon moi, ils n'auront jamais le courage de partir seuls aux Maldives. Et l'autre interlocuteur
peut reprendre le topic, comme topic un référent, par exemple les Maldives, et faire un commentaire sur les Maldives et dire quelque chose comme alle Maldive ci sono andati in viaggio di nozze. Donc aux Maldives, ils sont allés en voyage de noces. Où vous remarquez entre autres cette reprise clitique qui est typique des topiques, obligatoire pour l'objet direct, facultative pour d'autres types de compléments, en tout cas reprise clitique. Regardons un instant ensemble le contour de l'intonation qui est obtenu expérimentalement dans les travaux de Giuliano Bocci, par exemple. Vous voyez que le topique a une certaine prééminence intonationnelle, c'est l'élément le plus prééminent. Puis ce qui est remarquable ici est que le commentaire a cette structure a colline e vallée, colline e vallée, colline e vallée, donc ci sono andati in viaggio di nozze, quelque chose comme ça. Et comme on va le voir dans le cas du focus, c'est très différent par rapport à ça. Donc regardons maintenant justement focus. Par exemple, prenons un type de focus, le focus ainsi dit correctif qu'on a dans des langues comme l'italien, dans des situations où on corrige quelque chose qui a été dit par quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, quelqu'un dit « Dovreste leggere il libro di Gianni ». Donc, vous devriez lire le livre de Gianni. L'autre, l'interlocuteur, pourrait être d'accord sur le fait qu'il faut lire quelque chose, mais pas sur ce qu'il faut lire. Et donc, il y aurait un élément focal correctif, antéposition étant possible en italien, et une présupposition, quelque chose que l'interlocuteur B partage avec son interlocuteur. Donc, no, il tuo libro dovremmo leggere, non quello di Gianni, donc non, ton livre, on devrait lire, pas celui de Gianni. Cette manière d'exprimer le focus correctif n'est pas tout à fait idiomatique en français. J'ai trouvé parfois des locuteurs du français qui acceptent ce type de structure, mais il est clair qu'en français, la forme normale, c'est d'utiliser une clivée. Donc, par exemple, non, c'est ton livre que nous devrions lire, pas celui de Gianni. Ce serait la forme normale. En italien, il est possible d'utiliser la clivée, mais il est tout à fait possible d'avoir la simple antéposition avec un contour intonatif très marqué qui est indiqué par l'utilisation de lettres majuscules de manière très rudimentaire, mais du point de vue plus précis, on a affaire avec ce type d'intonation. Donc, prenons par exemple ce type de dialogue, mais cette fois-ci, les Maldives, ça ne sera pas l'utopique, mais le focus correctif. Donc, quelqu'un dit si j'ai bien compris, ils sont allés aux îles Vierges. Et B pourrait corriger, dire tu te trompes. Alle Maldive sono andati in viaggio di nozze. Donc aux Maldives, ils sont allés en voyage de noces. Où vous voyez le type de contour ici, il y a une prééminence très forte sur la syllabe tonique du focus correctif ici. Et puis le reste de la structure est totalement aplati, donc c'est très différent par rapport à ce qu'on a vu pour le topique. Ici, on compare directement les deux contours, structure du commentaire à colline et vallée, etc., et structure totalement aplatie dans le cas de la présupposition associée à un focus. Donc, il y a toute une branche de la phonologie prosodique et de la phonétique expérimentale qui peut s'occuper de cette sorte de propriété. Juste pour compléter un peu les choses, en me référant au travail d'un autre de nos invités de la semaine passée, Silvio Kruskina, Kruskina a observé dans sa thèse doctorale et puis dans son livre qu'il y a un autre type de focus périphérique en italien et dans d'autres langues qu'il appelle le focus miratif,
hein, où, en effet, on pourrait dire que la valeur de la variable focale tombe en dehors des attentes naturelles, étant donné les croyances préalables du locuteur. Donc, par exemple, on peut exprimer ces croyances préalables. Un locuteur peut dire « Et moi qui croyais qu'il n'avait pas le sou, tu te rends compte ?» Et puis, il y a la phrase avec le focus miratif. Alle Maldive sono andati in viaggio di nozze. Donc, avec cet élément focal qui est une sorte de correction des croyances préalables du locuteur lui-même. Et Bianchi, Bocci, Kruskina montre qu'ici, le contour intonatif est un peu différent par rapport au focus correctif, parce que vous voyez, on part d'un plateau haut et puis on descend. Et ce qui est absolument commun est l'aplatissement, le fait que le reste de la structure devient plate du point de vue de l'information. Donc, nous avons, en ce qui concerne l'interprétation de focus, en généralisant un peu ce qu'on vient d'observer, on n'aura que dès qu'il y a une tête focale, avec une certaine typologie de tête focale, l'élément spécificateur sera interprété comme focus de type X, où X pourrait être correctif, miratif, éventuellement d'autres dans la typologie riche de Fossi qui a été étudiée dans la littérature, tandis que le complément de la tête focale sera interprété comme la présupposition, donc ce que les interlocuteurs, l'information que les interlocuteurs partagent. Voilà, il y a certainement au moins un troisième type de focus très important à côté du focus correctif, focus miratif, et puis certaines distinguent entre focus contrastif et encore d'autres font encore d'autres distinctions plus subtiles. Il y a un type de focus tout simple, mais qui, dans des langues comme l'italien et beaucoup d'autres langues romanes, ne cible pas la périphérie gauche, et c'est le simple focus de nouvelle information. J'ai dit le focus est typiquement associé à la nouvelle information plus quelque chose d'autre, mais il y a aussi un focus simple de nouvelle information. Par exemple, le type de focus qui donne la valeur d'une variable WH. Supposons que quelqu'un pose la question « Quel livre as-tu acheté ?» Je peux répondre « J'ai acheté le livre de Jean » ou en italien « Ho comprato il libro di Gianni » avec apparemment l'objet qui reste in situ, qui reste en tout cas à la fin de la structure, et qui exprime la nouvelle information qui est demandée par la question. Dans des langues comme l'italien, on ne peut pas utiliser la périphérie gauche pour ce type de focus. Donc, on ne pourrait pas répondre à la question « Che libro hai comprato ?» avec « Il libro di Gianni ho comprato ». Ce ne serait pas la réponse naturelle. Alors, Adriana Belletti a suggéré que le focus de nouvelle information cible une position basse de focus. Donc, en effet, d'après son analyse, le livre de Jean n'est pas vraiment en position objet, mais dans une position basse, dans la périphérie basse de la phrase. Donc, il y a deux périphéries. Il y a une périphérie haute au début de la phrase, une périphérie basse qui entoure le prédicat, pour ainsi dire. Et c'est cette périphérie basse qui est utilisée, par exemple, pour le focus simplement de nouvelles informations, comme ici, ou bien qui est utilisée, il y a aussi une position topique dans la périphérie basse, qui est utilisée par des constructions comme la dislocation à droite. Si vous avez des structures en français comme « j'ai lu ce livre »,« je l'ai lu ce livre »,« je l'ai lu ce livre », ce type de structure où il y a un élément qui a une interprétation quasi topicale, qui a certaines propriétés en commun avec les topiques, liées à l'information donnée, etc., etc. D'après l'analyse de Belletti, ce type de structure utilise une position topicale dans la périphérie basse. Remarquez que les langues varient
disons, ces positions sont vraisemblablement disponibles de manière très générale à travers les langues. Les langues varient dans l'utilisation qu'elles font de ces positions. Par exemple, toujours Silvio Kruskina observe qu'en sicilien, la position haute peut être utilisée pour le focus de nouvelle information. Donc, si vous avez une question en sicilien comme « Qu'est-ce que tu as écrit ?» qui scrivisti, on peut répondre un articolo scrissi, donc un article j'ai écrit. C'est une réponse bien formée. En effet, à première vue, en sicilien, il y a très souvent de structures de type objet-verbe, et quelqu'un avait même proposé dans le passé que le sicilien était une langue SOV, donc sujet, objet, verbe. Mais évidemment, ce n'est pas le cas, parce que si on pense au contexte tout neuf, par exemple, là, l'ordre utilisé est sujet, verbe, objet. Hein, ce n'est pas sujet, objet, verbe. Mais on peut utiliser pour ce type de focalisation la position initiale. Et donc, il y a une utilisation massive de cette position initiale pour exprimer le focus de nouvelles informations dans cette langue. Voilà, une différence saillante entre topique et focus dans les langues romanes est que, comme je le disais, la résomption clitique a lieu avec le topique de manière obligatoire avec l'objet direct, tandis qu'elle n'a pas lieu avec le focus. Donc, il tuo libro lo leggerò domani, en français, même chose, ton livre, je le lirai demain. Donc, vous avez cette résomption clitique, tandis que dans le focus, qu'on utilise la structure italienne à simple antéposition ou la structure française qui utilise la configuration clivée, eh bien, il n'y a pas de résomption. Donc, il tuo libro leggerò, donc quello di Gianni, c'est ton livre que je lirai, pas celui de Gianni, etc. Pas de résomption. Donc, il y a dans les langues romanes une manière très simple et très directe pour distinguer les deux types de construction purement syntaxique et qui n'est pas peut-être aussi explicite que la présence d'un système de têtes différencié qu'on trouve dans les langues africaines, mais quand même, c'est une différence syntaxique très claire qui n'existe pas, par exemple, en anglais. N'est-ce pas, en anglais? Your book I will read tomorrow, structure topique commentaire. Your book I will read, not Gianni's book. Dans les variétés de l'anglais qui admettent ce type de construction focale, là, du point de vue de la syntaxe, on a l'impression d'être exactement dans la même situation. Donc ça, c'est un cas de variation qu'on connaît bien et qu'on peut discuter dans ces termes. Donc, disons quelque chose de légèrement plus précis sur le rapport entre la notion de topique, de focus, de structure informationnelle. Quand nous produisons un discours, participant à un échange, nous formons typiquement nos énoncés sur la base de deux notions informationnelles. L'information donnée qui est partagée, disons que nous estimons être partagée avec notre interlocuteur, et de l'information nouvelle, donc une information qui n'est pas déjà présente dans le contexte partagé. Donc par exemple, on voit ça très directement avec des paires questions-réponses. Qu'as-tu dit à Jean? Information donnée, je lui ai dit, et puis information nouvelle, qu'il faudrait embaucher Marie, par exemple. Alors, les topiques sont typiquement liés à l'information partagée. Donc, c'est pour cela que les topiques ne sont pas naturellement utilisables dans des contextes tout neufs, hein, parce que là, évidemment, l'information ne serait pas partagée au préalable. Donc, che cosa è successo, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas utiliser naturellement une structure topicale pour répondre à ce type de questions. Le focus, par contre, est typiquement lié à l'information nouvelle. Donc, reprenons un exemple de focus correctif. Dovrei leggere il libro di Pinker, je peux corriger, non, il libro di Chomsky dovresti leggere, où il y a une partie présupposée, on devrait lire quelque chose.
et l'information nouvelle concerne le type d'argument qui a interprété comme le patient de lire. On pourrait dire, mais en quel sens le focus est lié à l'information nouvelle, étant donné que dans certains cas, l'élément focalisé est tout à fait présent dans le contexte. Prenez par exemple que le dialogue qu'on a vu soit précédé par une phrase comme 0. Le locuteur A dit « Ho appena comprato il libro di Chomsky e il libro di Pink ». Donc j'ai acheté ces deux livres. Et puis il continue en disant « Dovrei leggere il libro di Pinker », je devrais lire le livre de Pinker. Le B peut dire « Non, il libro di Chomsky dovresti leggere, non il libro di Pinker ». Donc là, l'élément focal est tout à fait présent dans le contexte, évidemment. Il a été présenté dans la phrase de contexte. Donc en quel sens le focus exprime de l'information nouvelle, eh bien, ça doit être toujours compris de façon relationnelle, en fonction de la relation établie entre un référent et un rôle thématique. Ce qui est nouveau en B, c'est le fait qu'un certain référent reçoive un certain rôle thématique, donc le rôle de patient de lire. C'est ça l'information nouvelle qui est exprimée, ce n'est pas le référent en tant que tel, mais c'est le rapport entre un référent et un rôle thématique. Voilà, donc pour terminer pour aujourd'hui, je voudrais dire quelque chose sur la notion de topic par rapport à la notion de sujet. Les deux notions ont des propriétés en commun, mais elles diffèrent aussi. Elles diffèrent syntaxiquement, elles diffèrent certainement du point de vue de l'interprétation. Ça, c'est une ligne de recherche tout à fait classique, à partir au moins de l'article fameux de Lee et Thompson, Topic and Subject. Et donc, essayer de traiter ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a d'indépendant entre sujet et topic, c'est un thème certainement important. On peut dire que les deux relations impliquent la relation d'à propos de. C'est-à-dire, il y a une relation de aboutness, de à propos de, dans les deux cas, en ce que le prédicat dit quelque chose à propos du sujet, et dans la configuration topic-commentaire, le commentaire dit quelque chose à propos du topic. Donc nous avons aboutness, mais la notion de sujet est moins exigeante que la notion de topic. La notion de sujet, comme on l'a déjà vu, n'exige pas cette connexion au contexte. Donc un sujet parfaitement compatible avec un contexte tout neuf, tandis qu'un topic ne serait pas approprié dans ce genre de situation. Prenons, bon ici, je répète essentiellement ce qu'on a vu avant, prenons toujours le contexte tout neuf, donc ce qui répond à la question « qu'est-ce qui s'est passé ?» sans aucune idée préalable du type d'événement et des participants. Donc on peut répondre, par exemple en italien, qu'est-ce qui s'est passé? Un ragazzo ha buttato a terra un vecchio, donc un garçon a jeté un vieil homme à terre, c'est possible. Je peux aussi utiliser une structure passive qui est toujours une structure sujet-prédicat. Ce qui varie dans le passif est la sélection de l'argument qui est choisi comme sujet, qui est l'agent dans l'actif et qui est le patient dans le cas du passif. Les deux sont parfaitement compatibles avec le contexte tout neuf. Je peux décider de présenter l'événement comme étant à propos de l'agent ou comme étant à propos du patient. Mais je ne peux pas utiliser une structure topic-commentaire. Je ne veux pas dire un vecchio, un ragazzo l'ha buttato a terra, ce n'est pas naturel dans ce type de contexte. Ce qui est naturel, c'est, comme on l'a vu avant, si on a déjà introduit un certain référent, par exemple, supposons que la question était quelque chose comme « Qu'est-ce qui s'est passé à ton frère ?» J'introduis ton frère. Ici, il est parfaitement possible dans la réponse de reprendre ton frère comme topic. Mio fratello, un ragazzo lo ha buttato a terra. Ça devient parfaitement possible. Donc, sujet et topic sont semblables, ont en commun la relation de aboutness. Ils diffèrent en ce que
la notion de topique est une notion plus exigeante. On a vu, on peut voir donc les deux configurations. Le topique exige donc cette propriété, disons discourse linking, peut-être ce n'est pas tout à fait la bonne notion, mais quelques notions liées au discourse linking qui n'est pas partagée par un sujet dans une structure sujet-prédicat. On peut remarquer par exemple que certains éléments sont possibles comme sujet, mais pas comme topique. Par exemple, un quantificateur, surtout un quantificateur nu, est un bon sujet. Tout s'est passé pendant la nuit, tutto è successo nella notte, c'est possible, mais on ne peut pas avoir tout comme topique. Tutto, Mario lo ha visto, c'est pas bon. Tout, Marie l'a vu. Bon, peut-être il y a quelque chose de bizarre, en tout cas avec cette structure. Peut-être c'est encore plus clair avec des quantificateurs négatifs. Nessuno ha parlato, c'est possible. Nessuno, personne, ne peut pas être un topique. Donc, nessuno l'ho sentito, personne, je ne l'ai entendu. C'est pas possible. Rien, je ne l'ai compris. J'ai rien compris, c'est possible, mais rien, je ne l'ai compris, c'est pas possible. Donc, des choses comme tout, personne, rien sont des sujets, des objets possibles, certainement des sujets possibles, mais pas des topiques possibles, parce que, évidemment, ils n'ont pas les propriétés de identifier un référent dans le contexte discursif que le topique typiquement doit avoir. Bon, on saute ça. Oui, ici j'ai parlé de sujet. Du point de vue positionnel, le sujet, évidemment, occupe aussi une position plus basse. Donc, si nous avons ici la structure du IP cinque yen, disons à la cinque, avec les têtes de temps, d'aspect, de mode, modalité, de voix, etc., etc. Et puis ici, avec la tête de finitude, la périphérie gauche commence. On peut, en suivant certaines hypothèses d'Anna Cardinaletti, postuler le fait que la position sujet est caractérisée par une tête qui figure dans la partie haute de la structure du IP. Et cette tête fait exactement la même chose des têtes critériales que nous avons vues. Donc elle attire un élément nominal à son spécificateur et déclenche l'interprétation de sujet, donc l'interprétation aboutness. Ce qui suit la tête sujet, c'est quelque chose qui est à propos de ce qui se trouve dans cette position. Ça, c'est une analyse cartographique des positions sujets qui a été longuement discutée dans la littérature. Comme toujours, quand on propose une certaine configuration, une bonne norme cartographique, c'est d'essayer de voir dans d'autres langues s'il y a quelque chose qui ressemble à une réalisation concrète de la tête qu'on postule. Alors, on a proposé effectivement qu'il y a une classe d'éléments, ce qu'on appelle des sujets clitiques, dans certaines langues romanes, dans certains dialectes de l'Italie du Nord. Ces sujets clitiques sont en effet deux manifestations de la tête sujet postulée par Cardinaletti et par beaucoup d'autres travaux. Donc, ce qui distingue ces sujets clitiques des sujets clitiques du français, on pourrait dire, ben, le français aussi a des sujets clitiques. Il part, Jean, il part, le garçon, il mange la pomme, etc. etc. C'est possible en français aussi, évidemment, mais ce qui distingue ces dialectes de ce qu'on trouve en français est le fait que dans ces dialectes, le clitique est obligatoire. Donc, quelle que soit la structure, le clitique doit être présent. Il y a de la variation, mais dans beaucoup de ce dialecte, le clitique est obligatoire, ce qui manifestement n'est pas le cas en français standard, pour ainsi dire. Il peut y avoir des variétés qui ressemblent beaucoup plus au dialecte de l'Italie du Nord. Une autre propriété qui montre que on a bel et bien de structures sujet-prédicat et non pas topique avec reprise pronominale, et qu'on peut avoir, on doit même avoir dans toute une série de ces dialectes,
l'éclectique sujet en concurrence avec un quantificateur, avec un élément qui, lui, ne peut pas être un topique. Donc, on a des structures comme qualcuno al téléphonera al professeur, donc quelqu'un, il téléphonera au professeur, ou personne, il ne me comprend. Hein. Donc, vous voyez que cet élément, manifestement, ne peut pas être un topique parce que c'est un élément qui n'est pas un bon topique, fondamentalement. C'est un élément quantificationnel. En français, une structure comme Jean, il mange la pomme, c'est bien une structure topique commentaire. Donc Jean se trouvera dans la périphérie gauche, c'est un vrai topique qui est repris par une position clitique. Mais donc on a affaire à des structures différentes dans ces types de langues. Donc peut-être on peut arriver à cela. On arrive à cette petite carte où on intègre les positions topiques, les positions focales. Ici, nous sommes dans la périphérie gauche. Ici, il y a encore de la structure, il y a la tête de finitude, etc., etc. Et ensuite, à partir d'ici, on commence la structure de la phrase, de ce qu'on appelait le IP, et la structure de la phrase est ouverte par cette configuration avec la tête sujet qui peut être réalisée, on l'a vu dans certaines langues, avec le sujet argumental dans cette position, et puis le reste de la structure. Et ici, vous avez toute la complexité de la structure phrasale proposée par Cinque. Et donc, de cette manière, on essaye de tout intégrer dans la structure, de traiter la syntaxe, donc les propriétés positionnelles, les propriétés d'interface avec le système des sons et aussi les propriétés d'interface avec les systèmes conceptuels intentionnels en spécifiant les propriétés discursives qui caractérisent l'utilisation possible de ces différentes positions. OK, je pense que je vais m'arrêter ici, donc s'il y a quelques questions, on peut faire un tout petit peu de discussion, et puis on fera une petite pause et on passera au séminaire de Benjamin Spector. Bien. Questions ou remarques, commentaires? Oui, Benjamin. Donc, je me demandais, dans certains cas où on a donc le focus antéposé, dans des cas de contraste en italien, j'imagine, sans être sûr, qu'on peut aussi en fait le laisser in situ et avoir à peu près, et sans doute à peu près la même intonation. Et donc, est-ce que là, l'analyse serait en termes de mouvement invisible ou c'est une autre structure? Voilà, tout à fait. Très bien, merci. Je vais reprendre un élément focal. Voilà, donc par exemple celui-là, donc il tuo libro dovremmo leggere, non quello di Gianni. Donc comme Benjamin le fait remarquer, ici il y a l'option, effectivement, en italien, c'est-à-dire on peut avoir dans une situation de contraste, donc quelqu'un dit on devrait lire le livre de Jean, on peut aussi bien dire il tuo libro dovremmo leggere, donc quello di Gianni, ou bien dovremmo leggere il tuo libro, non quello di Gianni. Donc il est possible de laisser cet élément in situ, apparemment in situ, parce que là, l'analyse peut être plus subtile, effectivement. Mais il y a certainement deux options. Entre autres, il y a un travail expérimental fait par nos amis disons, conférenciers de la semaine passée, Bianchi, Bocci, Kroskina, qui essayent de voir s'il y a une préférence dans le locuteur pour l'une ou l'autre configuration. En effet, il n'y a pas vraiment de préférence. Les locuteurs peuvent choisir le mouvement ou l'absence de mouvement. C'est une situation qui n'est pas trop étonnante, hein, surtout du point de vue du locuteur d'une langue comme le français, parce que le modèle, bien sûr, est mouvement WH. Hein. Tous ces mouvements sont modelés sur, du point de vue théorique sur le mouvement WH. Alors en français,
français colloquial, vous avez effectivement les deux possibilités. Vous avez le mouvement ou bien l'absence de mouvement, ce qu'on appelle mouvement ou in situ. Donc, où es-tu allé, où tu es allé, mais aussi tu es allé où. Au niveau colloquial, c'est tout à fait possible. Alors ici, l'option, et puis la question se pose pour le français, est-ce que l'interprétation est exactement la même ou non? Est-ce qu'il y a des différences très subtiles entre les deux interprétations? Question pas facile, beaucoup discutée dans la littérature, mais en tout cas, ce qu'on peut dire pour l'alternance mouvement in situ en français, on peut le dire pour l'alternance mouvement in situ dans le cas du mouvement focal en italien. Et les options sont fondamentalement, est-ce que, par exemple, il y aurait, cette tête serait toujours présente dans la configuration in situ, donc supposons que cet élément soit prononcé ici, et il y aurait une relation abstraite entre cette tête et l'élément en question qui déterminera les propriétés interprétatives, peut-être avec un mouvement invisible, un mouvement en forme logique de l'élément focal à cette position, ou bien non, ou bien on se contente de ce qu'on a en surface. Toutes ces options ont été discutées. Pour simplifier, on pourrait dire, on pourrait prendre l'idée du mouvement abstrait et dire qu'en forme logique, il y a toujours mouvement. Hein, et ça, c'est, disons, une première hypothèse raisonnable qu'on peut faire pour ce genre de considération. En tout cas, la situation dans laquelle on se trouve ici n'est pas du tout une situation nouvelle. C'est une situation qui est typique dans toutes les langues où ces configurations à barres ont la propriété d'avoir une variante ainsi dite in situ. Avec la variante ultérieure que dès qu'on introduit une périphérie basse, on peut aussi considérer que peut-être l'élément qui se déplace n'est pas tout à fait dans la position thématique d'objet, mais va rejoindre une position focale basse en ayant un concept un peu plus compliqué de cette structure. Donc il y a plusieurs options possibles, mais en gros, la réponse simple est ce qui peut être juste pour le mouvement, pour WH in situ en français, peut être juste pour ce type de représentation. Je pense que je vais m'arrêter ici, j'ai parlé un peu trop, et on fait une pause de 5 minutes, si on y arrive, et on commence à 35.